C'était ma présentation et mon introduction en termes d'énergie. Et je vous donne rendez-vous à la fin pour un petit exercice final. Merci. Merci Anne. En effet, on se reverra vers la fin de l'après-midi. Et donc après cette présentation et ces petits exercices qui vous ont permis de vous dégourdir les jambes et les mains, je vais maintenant appeler à mes côtés Monsieur Marc Lassus, qui est le président fondateur de J'aime Plus et qui maintenant a aussi d'autres activités dans l'innovation. Bonsoir Marc, bonjour Bonsoir. Marc. Alors peut-être que vous avez été étonné en voyant une éolienne dans l'hémicycle du Conseil régional. C'est à Marc qu'on doit ça. Hein. Alors peut-être quelques mots après la carte à puce, hein, le fait de pouvoir mettre une puce dans une carte. Non, vous soutenez maintenant les efforts. Vous me cassez la baraque, je voulais en parler à la fin. D'accord. Okay. Donc on finisse par la carte à puce, le passé. Ouais. Donc là on va ça. parler d'énergie renouvelable. L'innovation, c'est un Merci. exercice permanent. Alors, on attend de vous, Marc, vous allez être le grand témoin de l'ensemble de l'après-midi. Oui. Quelques mots, bien sûr, génériques et généraux sur l'innovation, mais aussi, bien sûr, votre expérience de créateur d'entreprise et d'innovateur. On va essayer, première diapo. Et voilà. Plus belle l'innovation. C'est pas beau ça? On est à Marseille et croyez-moi, jusqu'à présent, quand vous étiez à l'étranger en particulier, Marseille c'est quoi? Ouais, Marseille c'est le foot. Bon, c'est l'insécurité, c'est les grèves. Ça, c'est des sujets d'actualité, ça. Je sais pas, non. Je vis un peu loin de tout ça, mais enfin non. Physiquement, je suis à côté, je suis avec. Mais eh bien, tout d'un coup. Grâce à ça, grâce à cette innovation, vous allez avant-hier, j'avais un copain qui venait d'Indonésie, il me dit, tous les soirs, ma femme et ma fille regardent Plus belle la vie. Je suis allé chez mes parents il y a quelque temps au Pays Basque, toutes les dames d'un certain âge, mais enfin toutes connaissaient Marseille et disaient, vous avez la chance d'habiter Marseille. Ben, ça c'est de l'innovation, au niveau de l'image de la ville. Slide suivante. Alors on m'a fait l'honneur de m'inviter à 3 épisodes de Plus belle innovation. Donc vous avez les titres là, pourquoi innover? Oui, je n'ai pas mes lunettes de pouvoir. L'innovation sur le marché, hein, voilà. C'est ça, oui. Bon, et on va attaquer la 3e diapo. Alors voilà, innover c'est quoi? Alors je ne vais pas être meilleur qu'Anne de Oliveira, c'est impossible. Mais enfin, je vais juste plagier. Alors c'est un état d'esprit, c'est une culture, c'est une remise en cause, c'est penser autrement, c'est inventer, se réinventer, mais il faut que ce soit génétique. Au sein d'une entreprise, notamment une petite entreprise, il y a des moyens pour que ça devienne génétique. D'abord, la reconnaissance. Il y a une société qui est américaine dans laquelle j'ai travaillé, on avait une boîte à idées. Et tous les mois, on dépouillait la boîte à idées et on récompensait les gens qui avaient de bonnes idées. On les récompensait d'abord la reconnaissance, mais aussi, pourquoi pas, financière. Bon, quand j'étais chez J'aime Plus, on avait des primes très importantes pour les gens qui prenaient des brevets. Et ça crée un état d'esprit, ça rentre dans les gènes des gens et de l'entreprise. Marc, je vais vous proposer de vous mettre plus au centre parce que j'ai peur que nos amis qui soient là vous voient assez mal. Voilà. Alors à droite et à gauche, ok. C'est la politique ici. Non, okay. C'est un hémicycle. Voilà. Alors il y a plusieurs types d'innovation. Il y a l'innovation de rupture. Par exemple, on est passé du stockage de données dans le monde magnétique au stockage numérique, c'est-à-dire à l'état solide. Et les semi-conducteurs, c'est-à-dire les puces, le silicium, c'était la base du stockage numérique. Et je suis ravi, Anne, que vous ayez parlé de Kodak, parce que j'avais l'intention d'en parler. Bon, on est passé de la cassette au DVD, on est passé de la photo argentique, Kodak, Polaroid, à la Fuji, on est passé à la photo numérique. Alors c'est vrai que chez Kodak, dans les labos, il y avait des gens qui avaient déjà travaillé sur le numérique, mais ils n'ont pas été suivis, ça ne rapportait rien en bourse à court terme, parce que la bourse, c'est ça aussi, c'est l'ennemi, c'est que du court terme. Et donc Kodak est en train de crever. Et il crève d'autant plus que celui qui m'a succédé chez J'aime Plus s'appelle Antonio Pérez, et je peux en parler, c'est un fossoyeur, c'est lui qui est le patron de Kodak, et il est en train de finir de les tuer, il vend par appartement, et de toute façon il n'a pas aidé J'aime Plus, croyez-moi, mais enfin c'est une autre histoire. On a essayé de faire aussi une rupture en essayant de passer au paiement virtuel, c'est-à-dire le paiement où on utilise plus du cash, c'est-à-dire le cashless society.
Alors, il y a des innovations incrémentales, mais qui sont aussi très importantes. Bon, lorsqu'on regarde le téléphone mobile auquel nous avons participé chez Gemplus, on est passé du 2G, qui était uniquement pour la voix, à l'image, à des données, transmission de données, 3G, 4G, etc. Mais vous, Marc, sur votre expérience personnelle, c'était une innovation de rupture, par exemple, de dire aux gens, bon, vous allez maintenant avoir une carte sur laquelle il va y avoir toutes vos informations, alors pour le paiement, pour la santé, c'est vrai que je tiens pour 10 le minutes, téléphone. là, je vais parler pendant 1 heure. Hein, si vous posez Ah, des mais questions on comme vous ça. Non, attend ok. là-dessus quand même. Bon, non, je vais vous raconter un peu l'histoire. Dans les années 80, il y avait en Europe, il y avait 11 pays en Europe, et il y avait 4 ou 5 systèmes de téléphones mobiles différents. Et par exemple, un vendeur avait un système italien s'il est en Italie, en français, en Suisse, etc. Il y a eu quand même un effort pan-européen pour développer une technologie qui s'appelait GSM, Global System for Mobile Telecommunication. Et donc il y a eu une spécification qui a été faite. On a eu la chance d'avoir un jeune ingénieur qui travaillait à la mise au point des spécifications, et c'est très important, les normalisations. Et au lieu d'aider les fabricants de téléphones, Ericsson, Motorola, Siemens, blablabla, qui voulaient absolument avoir le téléphone qui appartienne, votre téléphone était fabriqué et personnalisé chez eux. Les opérateurs télécoms n'aimaient pas du tout. Eh bien, on a porté l'idée de mettre un produit détachable, donc il n'était pas personnalisé en usine, il était personnalisé par Orange, France Télécom, Vodafone, etc. Et c'est la petite mini-carte, la SIM, qui a fait que les opérateurs télécoms se sont engouffrés là-dessus. Le coût des téléphones en usine était moins élevé et donc ça a été le bonheur du système et là on a vraiment contribué. Et alors comment on dit, moi je vais innover, je vais rentrer sur ce marché, je veux essayer d'être le premier, comment on prend la décision? Non, alors souvent c'est un coup de bol, hein, il ne faut pas croire que ça se passe si facilement. Non, on était évidemment sur la carte à puce, c'était un produit qui était extrêmement sophistiqué et qui permettait, on savait ce que pouvait faire une carte à puce. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a eu un exemple malheureux, on pouvait faire bien mieux que ce qu'on a aujourd'hui, mais on savait qu'on pouvait apporter la sécurité, on pouvait stocker des données personnelles, etc. Donc c'était naturel. Alors, innovation incrémentale, alors 2G, 3G, 4G. Un autre exemple, vous prenez le iPhone de Steve Jobs, de Apple. On peut penser que c'est une innovation de rupture. Pas du tout. Steve Jobs n'a pas inventé le téléphone, et je l'admire, croyez-moi, mais il n'a pas inventé le téléphone portable, beaucoup d'autres l'ont fait avant lui. Il n'a pas inventé, alors ce qui a fait le bonheur de l'iPhone, surtout l'interface homme-machine, c'est-à-dire cet écran qu'on chatouille et tout se passe bien. Eh bien, sachez qu'ils ont violé des brevets. C'est des brevets qui avaient été pris à Singapour, ils ont eu un procès, ils l'ont perdu, ils ont acheté la licence. Et ça a été leur bonheur, parce qu'après tout le monde s'est engouffré là-dessus. C'est ça qui a fait le bonheur de l'iPhone, plus les qualités de Steve Jobs en homme de marketing. Parce que c'était un homme de marketing, interface très simple. Les gens qui appartiennent à la secte Apple savent ce que je veux dire. Ensuite, innover ou copier. Il y a l'innovateur, malheureusement, souvent l'inventeur, il doit créer un marché, il doit convaincre le marché, il doit faire des produits qui soient compétitifs. Et souvent, ce sont des suiveurs qui copient intelligemment, qui retirent les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté de la valeur ajoutée. Je reviendrai plusieurs fois dans la journée sur la valeur ajoutée, c'est très très important. Et alors, je vais vous donner un exemple de valeur ajoutée qui est des fonctions additionnelles mais qui peuvent devenir de rupture. Et ça concerne l'industrie des pompes funèbres. Alors je vais peut-être vous choquer, mais il se passe là aussi des choses. J'étais approché récemment par des Corses et par des Italiens qui ont le souci de suivre leurs défunts. Et dans les tombes, ils voudraient pouvoir communiquer avec les défunts. Ils veulent même les faire voter, non, dans les jours qui viennent? Oui, ben, il y en a une, oui, c'est comment elle s'appelle, Colonna qui va au cimetière et qui dit « Ah, tu es venu dimanche dernier, tu n'es pas venu me rendre visite, tu as voté, c'est dégueulasse, tu ne dois pas me faire ça, moi. » Bon, enfin, ok. Donc alors, on est venu me voir en disant « Voilà, on voudrait communiquer avec les défunts. Est-ce que l'informatique ne pourrait pas le faire, l'électronique ?» Et oui, c'est vrai, c'est possible. Vous mettez l'équivalent d'une clé USB, enfin, avec de la mémoire, avec de l'image, avec des films, avec tout, le son. Il suffit d'avoir une petite antenne qui joue le rôle d'écho. Et avec votre téléphone portable, vous approchez, et ça s'appelle NFC, Near Field Communication. Vous n'avez pas besoin de passer par le réseau, c'est juste comme ça, à proximité, 50 cm, 1 mètre. Et vous pouvez avoir sur votre écran le message que vous avez laissé dans la puce qui est mis dans la tombe, mais qui peut passer à travers un plastique ou un mastic. Voilà une innovation et qui va marcher, parce qu'il y a déjà aux États-Unis des gens qui y travaillent.
Alors l'autre innovation, et je l'ai trouvée dans le journal des énergies renouvelables, en Angleterre, les crématoriums, certains, bien, ils ont trouvé que de cramer les morts, ça faisait de l'énergie, donc on pouvait faire l'électricité, et c'est ce qu'ils font. Bon, j'espère que je ne choque pas. On a des choses plus gaies cet après-midi? Pardon? Non, je sais pas, on pourrait passer à des choses plus gaies, je dis. Bon, alors il y a une autre slide après? Oui, on va accélérer sur les 2 derniers slides, oui, tout à fait. C'est de votre faute, vous posez des questions. Ah ben oui, bien sûr. Oui, alors l'innovation, vous l'avez dit, c'est la survie. On cite souvent le 3e président de Intel, et je reviens souvent sur Intel aujourd'hui, Andy Grove, il disait « Only paranoid survive ». Seuls les paranoïaques survivent. Et il faut sans arrêt, même si vous êtes en tête, vous courez en tête, eh bien, on ne peut que vous rattraper, vous dépasser. Donc il faut absolument que ce soit une obsession. Donc l'innovation aussi, c'est quoi? C'est le plaisir, c'est la découverte, c'est la jouissance, c'est le plaisir de l'artiste. Et ça, c'est extrêmement important. Et être reconnu, vous l'avez dit, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession aussi de vouloir absolument être reconnu. Ça peut créer pas mal de problèmes et ça peut inhiber la mise sur le marché des produits. Je crois que je vais en rester là avec la conclusion de M. Lanke, qui est un autre des voisins des gens de Intel dans le Silicon Valley. Il a dit, ah oui, alors l'innovation, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. Et pourquoi? C'est aussi créer des richesses, c'est gagner du fric. Il ne faut pas avoir peur, c'est quand même l'oxygène dont toutes les entreprises, tout le monde a besoin. Donc on innove pour faire des produits, pour les vendre, pour gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir peur. Entre le salut tout à l'heure et ces propos-là, je crois que dans cet hémicycle, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir un peu peur. Mais c'est pas grave, allez-y, non, mais continuez. on peut gagner de l'argent sans payer d'impôts, bien sûr, c'est connu. D'accord. Bon, et la création de richesses n'est pas une honte, pas du tout. Et je citerai Alan Kay, qui est de la Silicon Valley. C'est marqué là, si vous voulez. Oui, voilà. c'est plus facile à Voilà. dire. The best way to predict the future is to create it. La meilleure façon de prévoir le futur, c'est de le créer. Et voilà, c'est ça l'innovation. Merci Marc, on vous retrouve dans quelques instants. Vous nous parlerez de l'éolienne tout à l'heure alors. Hein. Alors je vais passer le micro à un autre créateur qui va venir me rejoindre sur le plateau. Je lui remercie d'être avec nous aujourd'hui. C'est un voisin parce que son entreprise est implantée au Rove. Alors on connaît le Rove pour le fameux fromage, la brousse du Rove, mais on connaît peut-être un peu moins Frankie Zapata. Alors installez-vous voilà devant pour qu'on vous voit bien. Vous êtes chef d'entreprise Personal Watercraft Product et vous êtes le créateur notamment du flyboard et d'un certain nombre d'engins qui m'ont paru en ce qui me concerne très dangereux à manier. Donc vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Vous avez donc cette expérience d'inventeur, de créateur d'entreprise et puis vous travaillez à l'international. Vous avez également une écurie de course. Il faut que vous nous racontiez un petit peu tout ça et tout ce parcours. D'accord. Donc j'ai passé moi le plus clair de ma vie à innover, quoi, en fait, à essayer d'être toujours devant. Moi, j'ai commencé par tout simplement par la compétition. Donc, évidemment, il faut, comme disait ce monsieur juste avant moi, il faut courir en tête. Et même quand on court en tête, il faut essayer qu'on ne nous rattrape pas. Donc, il faut toujours trouver le petit truc qui fait qu'on est devant. Puis après, de fil en aiguille, en fait, les idées s'enchaînent et puis ça devient un peu une culture de vie. Et alors vous nous en commentez quelques-unes là parce qu'il y a des images assez spectaculaires, notamment cette colonne d'eau sur laquelle on surfe en quelque sorte là. Ça, disons que c'est vraiment la fin, quoi. C'est tout récent. Ça m'est venu une idée un jour et puis après, donc j'avais vraiment le processus de développement. En fait, qu'on développe un jet, un bateau, une voiture, un avion ou un flyboard, je veux dire, il y a toujours finalement la même continuité dans une logique de développement. Et c'était plus difficile d'avoir l'idée que finalement que de l'emmener jusqu'au bout, quoi, en fait. Alors, en fait, on est animé par quoi? On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Anne qui nous rappelait, ou peut-être le président qui nous rappelait le terme animé, ce que ça signifiait, si vous voulez. Vous c'est quoi aujourd'hui ce qui vous anime, votre moteur, sans jeu de mots, votre motivation, c'est quoi? Moi, c'est la passion d'innover. Vraiment, c'est vraiment. Tournez-vous aussi vers ces personnes-là parce qu'elles ont le droit également de vous voir, voilà. Non, moi, c'est vraiment c'est la passion de créer, quoi. C'est vraiment c'est ça qui m'anime, quoi. Bon, bien sûr qu'après il y a l'aspect financier qui fait
c'est quand même le moteur d'une société, il faut quand même la faire survivre. On a des employés et il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est évident. Sur vos inventions, il y en a combien qui ont marché, combien qui n'ont pas marché? Aujourd'hui, le taux de casse, si je puis dire, c'est quoi? Non, en fait, moi, j'ai rien inventé, en fait, et rien innové. À part le flyboard aujourd'hui, c'est tout nouveau. Mais sinon, j'ai passé ma vie à améliorer des points. Mais disons que j'ai créé plein de produits, quoi, des coques différentes de jet ski qui m'ont permis de gagner plusieurs fois le championnat d'Europe et le championnat du monde. Et après ça, j'ai développé des milliers de systèmes qui m'ont permis de gagner, mais rien qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent, mais qui ont permis de faire avancer ma société. Ensuite, j'ai créé une jet à bras, je ne sais pas si on ne le voit pas sur les photos, mais c'est ce qui a été vraiment le départ de ma société. C'est à ce moment-là que j'ai déposé ma marque et que j'ai vraiment créé un produit. J'ai pris ma place en tant que constructeur dans un milieu assez fermé du jet ski. Et là, bien évidemment, on n'a pas d'image, on n'a pas de communication. J'ai surfé uniquement sur mon image à moi personnelle de mes années de course où j'avais gagné plusieurs fois. Et là, il a fallu, tout le monde nous attendait au tournant et il a fallu gagner, quoi, être les meilleurs et écraser vraiment les autres pour pouvoir avoir notre petite place au soleil. Donc votre entreprise, elle est toujours en mouvement. C'est un peu ce qu'on faisait tout à l'heure, hein, quand on a avancé vers notre objectif. Vous, la façon de motiver aussi vos troupes, en quelque sorte, c'est d'avancer en permanence. Disons que moi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est en moi. Moi, disons, j'ai passé le plus quart de ma vie, bien heureusement, moi j'ai de la chance à courir en tête. Et en fait, au-delà de la victoire, moi ma passion c'était d'avancer tout le temps. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu sauvé et qui a fait en sorte que j'ai gagné des années, parce qu'en fait c'était cette passion de tout le temps aller plus loin, de tout le temps aller plus vite. Et donc voilà, c'est vraiment le. Alors un mot sur le flyboard, puisque vous dites que en fait c'est votre seule réelle innovation. Ça se vend à qui? Qui est-ce qui achète ça? Où est-ce qu'on en fait? Sur un lac, sur la mer? Alors non, ça se pratique avec quelles autorisations? Voilà, c'est beaucoup de questions en même temps, mais disons que non, le flyboard à la base c'est parti d'un défi entre amis, quoi. J'ai un groupe d'amis avec qui je fréquente depuis que je suis né quasiment. Et en fait, on se lance quelques défis comme ça de temps en temps. Et c'est vrai que bon, moi, mon métier à la base, c'est fabriquer des jets de compétition. Et puis un jour, donc, j'ai eu cette idée et ils m'ont dit, écoute, fais-le. Et puis c'était vraiment l'idée, c'était arriver à s'équilibrer et à celui qui tiendrait le plus longtemps sur l'engin et un petit peu faire quelque chose d'irréel. Il y a Anne qui pense pour ces exercices de coaching. Vous voyez, c'est pour ça, il faut que vous nous disiez comment ça se vend, où on l'achète, etc. Alors jamais j'aurais imaginé que finalement, après des mois de développement, ça devienne aussi facile à faire et que finalement, ça soit un produit qui allait être vraiment commercial. Donc après, mon expérience aidant, on a fait un film où bon là je me suis entraîné, je me suis pris au jeu et du coup j'ai pu faire des images assez impressionnantes. Vous en vendez des trucs comme ça là? Oui, justement, ouais. On a mis cette vidéo sur. Donc ça a été vraiment, si je peux te décrire les étapes, mais en fait j'ai eu la chance donc de rencontrer Philippe. Une énorme chance parce que je savais pas du tout ce que c'était un brevet. En fait, j'ai eu une idée avant. Philippe, c'est Philippe Brun, c'est voilà, ça. Il va intervenir tout à l'heure. Voilà. Et en fait, j'ai eu une idée parce qu'en fait, comme je vous dis, j'ai toujours innové, j'ai toujours inventé des petits systèmes, mais j'ai jamais. Donc il faut être accompagné. Voilà, vous faites un peu l'article aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Je vous demandais alors combien vous en avez vendu? Alors, comme j'en ai vendu, au jour d'aujourd'hui, on est à 1350. 1350. Et dans le monde entier? Dans le monde entier, oui. Et donc uniquement par Internet? Mais en fait, c'est parti, je vous dis, de développement, cette idée. Avant ça, j'avais inventé un système de direction assistée pour les jet skis. Donc j'avais rencontré M. Brun. Ouais. Il m'avait expliqué tout le processus. Donc c'est vrai que c'était un peu lourd pour nous, pour l'invention en elle-même. Ça apportait énormément pour moi en tant que pilote et pour les pilotes aussi de jet, mais au niveau marché, c'était pas très. Ouais. Et là, sur les 1350 vendus, ça vous permet de vivre, enfin, vous gagnez de l'argent avec ça. Si on arrive ça au vaut combien bout et si on n'explose pas en vol, oui, comme ça vaut au prix public dans les 4900 €. Ah, d'accord, c'est quand même un bon gadget. Voilà. Bravo. Bah écoutez, merci Francky Zapata. Donc il est venu spécialement pour cette réunion et il va, je crois, partir aux États-Unis ce soir. Hein, donc il nous quittera avant la fin de la réunion.
Alors, on a décidé avec Philippe, Jean-Michel, tous les organisateurs, qu'on se donnait quand même un temps de questions-réponses à la fin de chaque table ronde. Donc, si vous avez différentes questions pour Francky Zapata, pour Marc Lassus, pour Anne de Oliveira, ou si vous voulez, sur cette nécessité d'innover, apporter votre contribution, bien, vous avez compris le système. Hein, donc, vous appuyez sur le petit bouton de votre micro. Qui veut commencer? Philippe Morana? Oui, alors j'aurais une question pour Francky Zapata. J'ai vu des images, ça m'attire et ça m'inquiète en même temps. Il fait quoi cet engin? Bah, avec Qu'est-ce celui-là, qu'on si vous fait avec voulez. cet engin? En fait, cet engin, c'est un engin de loisir. Quoi. En fait, il permet de récupérer la poussée en fait, d'eau des jet skis et de voler au-dessus de l'eau. Donc on vole au-dessus de l'eau. Voilà, c'est ça. À quelle hauteur à peu près? Ça dépend du niveau, mais on peut aller jusqu'à 8-9 mètres. Vous pouvez essayer de le faire sur le lac de Genève, sur le geyser, mais les autorités suisses vous arrêteront vite. Hein. En fait, on n'est pas derrière le jet ski, on est devant le jet ski. Mais il est vrai qu'il y a, enfin, il faut l'essayer pour comprendre, mais on a une distance de 18 mètres donc, du jet, parce que c'est la longueur du tuyau. Et aujourd'hui, à ma connaissance, sur tous les sports extrêmes que j'ai pratiqués, parce que bon, moi, on peut remettre la photo peut-être, si c'est possible. C'est un peu la culture de ma vie, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est un des sports, c'est même le sport extrême que j'ai essayé qui est le plus en danger. Quoi. En fait, c'est vraiment le sport le moins dangereux aujourd'hui extrême qui puisse exister. Quoi. C'est moins dangereux que le jet, c'est moins dangereux que le ski, que le snowboard, voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un qui Oui. veut apporter sa contribution? Oui, allez-y. J'ai une question pour Francky Zapata aussi. Donc, est-ce que dans le jet ski, c'est pas les Californiens qui ont le marché, je veux dire, des jet skis? Ah oui, aujourd'hui, la Californie détient à peu près 60-70% du marché Voilà. mondial. Alors, j'avais simplement une question. Est-ce que vous avez pu régler le problème du bruit des Ah, jet skis? Écoutez, moi, comme je vous dis, je suis fabricant du flyboard. Je veux dire, je suis pas fabricant pour l'instant, je suis pas fabricant de jets en grande série. Nos jets font encore plus de bruit que ceux que vous entendez généralement. Donc on n'est pas dans cet univers-là, désolé. Une idée d'innovation, de nous faire des jet skis silencieux. Chacun son métier, et moi mon métier, c'est, comme je vous l'ai dit avant, c'est plus la performance que l'écologie. Je suis désolé. Autre question? Et puis vos témoignages aussi hein, sur cette nécessité d'innover et sur ce processus. Allez-y, oui madame. Oui, je voulais apporter un complément et une ouverture en tout cas. Je vais rebondir sur les chemins que nous a présentés madame de Oliveira et donc sur la comparaison des systèmes de l'entreprise qui peut être un système naturel. Et il y a un système naturel, j'entends un système écologique. Et il y a deux choses que je n'ai pas vues dans votre exposé, c'est combien dans la nature, c'est toujours dans des conditions extrêmes que les innovations arrivent, c'est-à-dire que c'est quand les animaux ou les êtres vivants sont acculés devant des systèmes où de toute façon, s'ils ne changent pas, ils meurent. Donc, j'ai pas trouvé voilà, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme et enfin, quelque chose de très dans des conditions positives que l'on crée, de même pour Monsieur Zapata. Et j'ai pas vu cette histoire de conditions extrêmes et donc de résilience qui émerge de ces conditions. Et le deuxième point qui est aussi une question, c'est est-ce que vous pensez, dans les systèmes vivants, c'est pas tout le monde qui est créateur, c'est-à-dire qu'il y a les innovants, les chercheurs, les créateurs, et puis voilà. Donc je voulais avoir votre avis sur est-ce que c'est dans le potentiel de tout le monde. Et la troisième chose, c'est bon, on va déjà répondre aux deux premières et puis après à la troisième. Oui. Allez-y. Et c'est la part du hasard, parce que les deux vont se compléter. La D'accord. part du hasard, notamment pour le scientifique. Merci. Oui, la part de hasard est énorme dans la création et dans l'innovation. Quand on regarde les grandes innovations, on se rend compte que finalement, c'était pas forcément quelque chose qui était anticipé, attendu. Bon, pour vous donner un exemple, quelqu'un m'a parlé récemment de quelqu'un qui a créé un produit contre les limaces, tout simplement parce que le parfum de sa femme est tombé par terre et que ça a tué les limaces. Donc il a trouvé le principe actif, il l'a repris, il l'a commercialisé et vraisemblablement il va faire fortune avec. Il a divorcé depuis ou non? Ah, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont dues, alors je vais dire, au hasard. Et puis comme je suis biochimiste de formation et biologiste, je pense que c'est le hasard et la nécessité. C'est-à-dire si on croit au hasard et puis à la nécessité qu'à un moment donné, il y ait des choses qui se rencontrent et qui fassent que l'innovation apparaît.
Je me souviens plus de votre deuxième question. Est-ce qu'on est tous créateurs? Le potentiel de créativité individuelle Ouais. et collective, d'ailleurs. Là aussi, c'est une conviction profonde, hein, sinon je ferai un autre métier. On a tous un potentiel créatif à développer. Voilà. Il y a toujours en nous un petit enfant qui sommeille, un rêve d'enfant, qui ne demande qu'à grandir et qu'à se développer. Donc je crois fermement, mais c'est une conviction profonde qu'on a un potentiel créatif. Après, on le développe ou on ne le développe pas, mais on peut très bien le développer à son niveau. Alors, vous avez répondu à la 3, à la 2. La première, c'était quoi? Les conditions extrêmes et la résilience. Pour répondre à cette question-là, je pense qu'effectivement, comme le dit notre intitulé, le fait d'être dans des conditions extrêmes, poussé, comme le racontait M. Zapata, à l'amélioration, poussé par la survie, poussé par des conditions où on s'aperçoit qu'effectivement on risque à un moment donné de ne pas s'y retrouver, oui, je pense que ça nous fait avancer, ça nous fait oser, voilà, ça nous fait faire le pas en avant. Voilà, oser, le grand mot est lâché. Merci de vos interventions. Il est 15h45. Pour le moment, on arrive à peu près à tenir le timing prévu.